Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la 7e illusion. Je ne suis pas tout seul et pour une fois, on est en trio du coup. Donc, je suis avec Jules Melon et Illustre Connu. Comment vous allez, les gars? Bonjour. Bah écoute, Bonjour. on Bah tient, écoute, est-ce que on vous allez tient la bien? Je forme suis là. content de parler de ce film. On a pris une bonne dose d'épices avant, on est prêt. Ouais, Ouais, parce qu'on va après, parler je suis un peu malade moi, mais vas-y, je suis content d'être là pour parler de ce film. Il faut boire tranquille. l'eau de la On vie, parle. JB. Ouais, c'est ça. Faut boire l'eau de la vie, JB. Let's go. Mais parce qu'aujourd'hui, on parle d'un tout petit film très indépendant que personne n'attendait, voilà, qui est tout petit. C'est Dune 2. Voilà, pardon pour vos oreilles. Mais on parle aujourd'hui de Dune partie 2, hein, d'ailleurs, pas Dune 2, parce que c'est vraiment la suite directe de la première partie qui se terminait vraiment sur une fin totalement ouverte qui appelait à cette deuxième partie. Parce qu'il faut savoir que, si je dis pas de conneries, le premier bouquin est divisé dans ces deux parties. Donc là, on a le bouquin total avec les deux premières parties. Et qu'est-ce que ça vaut? Bah, on va vous en parler dans une grosse vidéo. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à dire pour le coup. Voilà, on va avoir quelques points de désaccord, etc. Je pense que ça va être très intéressant. Mais tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de Dune? C'est quoi votre rapport à l'univers de Dune? Et peut-être avant, qu'est-ce que c'est votre rapport avec le premier film de Villeneuve qui est sorti en 2021, je crois? Bah vas-y, commence, Jus. Alors, bon rapport avec le premier film Dune de Villeneuve. Alors, on sent qu'il voulait lancer le truc. Donc ça, par moment, c'était entre guillemets un peu sage, même s'il y avait déjà le côté épique. Ça prenait son temps de bien installer l'intrigue, les personnages. On sentait d'ailleurs le style Villeneuve là-dessus, qui aime bien voilà, développer son univers. On le voit dans Blade Runner 2049 aussi. C'est pas quelqu'un qui va speeder le truc, qui va rusher les choses. Et c'est ça qui fait sa force aussi, on va dire, dans les gros blockbusters américains qu'il a pu réaliser. Et bon, mon rapport à Dune remonte aussi au film de Lynch dans les années 80, mais David Lynch, il n'a pas pu l'exploiter totalement. Il a dû speeder aussi la fin. Et le bouquin aussi que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai lu les 3 premiers tomes, dont le Messie de Dune, qui devrait peut-être potentiellement être le 3e Dune si tout va bien. Mais j'attendais cette deuxième partie avec impatience pour voir justement où il allait aller, parce que je savais déjà que là, il y avait beaucoup plus de choses épiques, plus d'action et plus de développement encore géopolitique à mettre en place. Et bon, bah, est-ce qu'il a réussi son coup? Ça, on va en parler après. Et JB, toi, t'avais aimé le premier Dune? Bah écoute, moi pour parler de mon rapport à Dune, faut savoir que je n'ai pas lu les nombreux romans. C'est assez marrant parce qu'en off avec Julien, avant que tu arrives, Soso, on s'est, enfin plutôt moi, je me suis renseigné sur le nombre de bouquins Dune qu'il y avait et c'est stratosphérique. Vraiment, il y en a énormément. Et j'avais pas vu non plus le film de Lynch, et pourtant j'adore le cinéma de Lynch. Qu'est-ce que je fais? Mais du coup, j'ai découvert cet univers avec le premier film de Denis Villeneuve. À l'époque, j'avais trouvé que c'était une grosse exposition, quoi. J'avais pas forcément l'impression de voir un film avec un milieu, un début et une fin. Puis je l'ai revu de nombreuses fois et maintenant j'ai cette impression. Voilà, j'ai appris à encore plus aimer le film, encore plus aimer le redécouvrir à chaque visionnage. Je trouve que le casting est parfait, les visuels sont extraordinaires. Il y a cette démesure qui me plaît énormément, qui était déjà présente dans le premier film. Et puis même la musique d'Hans Zimmer, voilà, c'était vraiment très très impactant, tout comme l'histoire, les personnages. Et voilà, c'est pas un film que je considère comme un chef-d'œuvre, le premier Dune, mais je le considère comme vraiment un très bon film, un très bon premier film d'une nouvelle saga sur grand écran. Et surtout, c'est un film qui, à mon avis, va faire date et qui était très important pour notamment les blockbusters de nos jours. Parce que voilà, Dune, premier Dune, c'est quand même une certaine forme de blockbuster. Et donc j'attendais énormément Dune chapitre 2. Enfin non, pas chapitre 2, non, deuxième partie. Heu voilà, et je l'ai vu et on l'a tous vu ici et on va vous en parler et on espère que ça va vous intéresser. Et toi, Bah Sawyer, le écoutez, premier Dune, tu l'avais beaucoup aimé le premier Dune, toi, hein? alors, du coup, justement, c'est là où on arrive à ma découverte, c'est que, en fait, je ne connaissais pas beaucoup Dune. Je crois que c'est un projet qui a mis du temps à arriver parce qu'il a été décalé avec le Covid et tout. Je crois la première partie, elle a mis beaucoup, beaucoup de temps dans mes souvenirs à arriver. Mais du coup, elle est arrivée en septembre, je crois, 2021. Et j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'univers avant qu'il sorte et tout pour me préparer. J'ai commencé à lire le début du bouquin. Je l'ai lâché, du coup, là, j'ai commencé à le reprendre et tout. Et je trouve que c'est une première partie qui est extrêmement solide. Bah, je me la suis refaite à l'occasion du deuxième là, donc j'ai un souvenir assez frais du coup dans ma tête
du film. Mais oui, en fait, donc peut-être un peu lente parfois, mais qui arrive vraiment bien à établir l'univers, les conflits, les trucs, etc. Et qui a une notion du gigantisme déjà qui est déjà hyper bien établie et hyper impressionnante, en fait, je trouve. Dans ça. Donc c'est une première partie que je trouve excellente. Et comme JB, moi je trouve que c'est quand même un film enfin pas qui suffit parce que le film n'a pas été pensé pour ça, le film a été pensé pour être une première partie, mais c'est quand même un film dont on peut sortir satisfait en fait, en disant que c'est une première partie extrêmement solide, tout comme, je sais pas, Le Seigneur des Anneaux, tu vois, est une première partie extrêmement solide de la trilogie. Donc pour Après, moi, il y avait aucun. Ouais, vas-y. je me permets de te couper, je préfère quand même, moi, enfin, je trouve quand même plus abouti Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau que Dune premier du nom. Non, mais je Mais, comprends. Mais ouais. mais surtout, Mais parce que aussi, j'ai oublié de le dire, je pense que vous allez être tous d'accord avec moi ici. J'ai pas lu les romans, mais apparemment, c'est aussi une adaptation qui a mis du temps à se faire parce que les romans sont très compliqués à c'est chaud, adapter. Et je c'est trouve chaud. que Ouais. Denis Villeneuve et son équipe, pour Dune premier du nom, ont su adapter de manière claire quelque chose qui, à mon avis, est très, comme ça a été dit, très compliqué à adapter. Je trouvais que Oui. c'était quand même Ouais. remarquablement clair et efficace, quoi. Bah parce que pour revenir un peu sur le projet Dune, on a eu du coup Jodorowsky au début qui a bossé sur le Bah, t'as film et je d'abord. vous encourage. Ouais, c'est ça. Ouais, vas-y. Ouais, le fameux documentaire qui Le fantasme. fameux, ouais, qui est disponible d'ailleurs pour je sais pas quand vous écoutez cet épisode, mais qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne de Arte. Ouais. Donc on vous encourage à le voir parce qu'il est vraiment intéressant avec ce projet absolument fou. Il voulait Orson Welles pour Le Baron, Mick Jagger pour Fade Rota. Enfin, voilà, c'est un truc complètement fou, mais qui s'est pas fait Et parce que. alors, tout simplement, excuse-moi, je t'ai encore interrompu, mais parce que c'est T'inquiète pas. important, j'ai peur qu'on l'oublie. C'est bête à dire, mais le documentaire s'appelle Jodorowsky's Dune. Ouais. Jodorowsky Voilà. Dune, effectivement. Vaut mieux donner le nom quand même du docu pour Bien que les sûr. gens le trouvent plus facilement. Bien sûr. Mais en fait, le fait est que le film ne s'est pas fait parce que aussi les studios lui ont dit, entre autres, parce qu'il y avait des gros problèmes de budget, mais entre autres, les studios lui ont dit, mais attendez, votre film, il est beaucoup trop, enfin, on va le faire en 1h30. Il a dit, non, je veux un film de 12h, 20h, enfin, un truc énorme comme ça. Villeneuve, au final, il a réussi à faire un film en 2 fois de 5 heures. Ça va, ça passe. Mais voilà, et du coup, après, il y a eu la version de Lynch qui a fait, alors peut-être que Jus, toi, tu l'as vu, moi, je crois que JB et moi, on l'a pas vu, du coup, mais qui a Ouais. essayé de concrétiser, du coup, tout le premier bouquin en un film de 2 heures, c'est ça? Bah, en fait, oui. Et puis à un moment, ça rush à fond vers la fin. Et tu as toute la deuxième partie, du coup, qu'on voit là dans Dune partie 2, qui va très très vite. Toute la guerre, etc. Enfin, pas la guerre, mais les combats sur Arrakis entre les Harkonnen et les Fremen, etc. Et du coup, c'est pas développé. C'est très peu développé. Et c'est Mais très frustrant. Parce que l'univers développé par Lynch dans sa première partie et tout est très intéressant. Mais il n'a pas eu la possibilité de faire ce qu'il voulait vraiment faire. Mais surtout, j'ai l'impression que ce premier film Dune par Lynch, moi j'étais convaincu pendant très longtemps que genre tout le monde détestait ce film, tu vois. Et puis je me suis rendu compte que non, il y a vraiment des gros fans de ce film, comme il y a des Bah, gros il est pas haters, hyper mais c'est populaire, vraiment, mais ouais, je crois qu'il y a des c'est trucs. vraiment un film qui divise encore maintenant, quoi. Il n'y a pas Bah, de consensus, tu vois. Alors qu'avant, je pensais vraiment que tout le monde le détestait, tout le monde trouvait ça non, raté, mais non, il y a encore des gros défenseurs de ce film. Et je il trouve y a ça des très choses. intéressant. Ça me donne envie de le voir. Il y a des choses totalement barrées, hein, franchement, et c'est des trucs très durs et très crades autour des Harkonnen. Hein, enfin, donc il y a des Bah ouais, je choses. suis assez curieux de voir du coup. Il faut le Mais voir. écoutez, je pense qu'il est temps d'un petit peu revenir sur Dune partie 2, voilà, qui sort aujourd'hui au cinéma, qui est assez attendu du coup, qui est sorti ce mercredi. Mais alors, Dune partie 2, donc, de quoi ça parle? Eh bien, ça raconte l'histoire de Paul Atreides qui se rallie à Chani et aux Fremen, tout en préparant sa revanche contre ceux qui ont détruit sa famille. Alors qu'il doit faire face entre alors qu'il doit faire un choix entre l'amour de sa vie et le destin de la galaxie, il devra néanmoins tout faire pour empêcher un terrible futur que lui seul peut prédire. Donc voilà pour le synopsis, assez mystérieux hein, pour le coup de Dune 2. On n'en apprend pas vraiment plus, alors qu'il y a énormément de choses, je pense, qui se passent dans le film, beaucoup plus que dans le premier qui servait vraiment d'introduction à l'histoire. Là, on a des bonnes grosses révélations, donc on va avoir, je pense, une bonne grosse partie spoiler. Mais déjà en détail, qu'est-ce que tu as pensé? Je pense qu'on va commencer par Jus, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Dune partie 2 dans les grandes lignes? On fait un premier tour de table et après, je pense qu'on commencera à débattre de certains sujets. Alors, dans les grandes lignes, c'est un très bon film, déjà, ça il faut le dire, clairement. Que ce soit sur sa structure, malgré quelques petits bémols, mais ça j'y reviendrai après, sur sa photographie, sur la gestion des acteurs, les cadres, l'histoire, et le fait que Denis Villeneuve arrive à bien développer l'univers
géopolitique, émotionnel aussi, donc de l'ensemble, ce qui n'était pas forcément gagné d'avance, mais on y croit, tout est palpable, hein, dans les décors et tout. Il y a quelque chose d'assez réaliste dans un univers qui est quand même très science-fiction, donc ça fonctionne très bien. Et comme d'habitude, Denis Villeneuve, il brille par sa direction d'acteur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend pourquoi finalement le premier Dune nous paraît comme une exposition géante. C'est normal. Il travaillait déjà au corps dans le premier film l'évolution de Paul Atreides, qui, bon, spoiler du premier film, mais bon, si vous êtes là, c'est que vous avez vu le premier film, je pense. Voilà, il doit faire face à la mort du père et tout, et il change d'univers. C'est la mort des Atreides, il devient un Fremen. Et là, il va être face à un destin extraordinaire, avec une petite histoire d'amour peut-être, tout cela, qui va clairement faire basculer donc Paul, qui est un jeune, voilà, comme ça, vers une possibilité de leader, de messie. Et on voit cette transformation-là, et c'est ça qui fonctionne très bien. Et tous les personnages autour, hein. On parlera du personnage de Jessica, de Shani aussi, des Harkonnen. Je trouve que c'est vraiment bien géré, à part donc quelques petits trucs, mais qui se justifient, hein, genre l'utilisation du personnage de Stilgar, joué par Javier Bardem, qui peut faire un petit peu comic relief, mais bon, c'est pour dénoncer le fanatisme, on y reviendra. Et le fait que vers la fin, bon, il doit expédier Villeneuve pour imposer sa vision, en fait. C'est là où il prend en possession le bouquin vers la fin, sans en dire plus, on dira la zone spoiler, et il doit faire des choix. Selon moi, il manquerait une 30aine de minutes au film, mais après, je peux comprendre que ça pourrait ralentir à nouveau le rythme, là où ça devait aller en crescendo, en fait, jusqu'à ce final. Donc, ça peut se comprendre aussi certains choix qui paraissent un peu rushés. Eh ben écoute, du coup, donc ton avis sur Dune 2, moi je vais terminer le tour de table, mais avant JB, du coup, qu'est-ce que toi t'as pensé de Dune 2? Parce que tu nous avais dit en plus, parce qu'on a une conversation privée, on en parle tout le temps, mais tu nous avais dit quand tu étais sorti du film que tu étais sorti un peu décontenancé et qu'il t'avait un peu pris de court. Eh ben écoute, totalement. Je suis allé le voir, à 10h30, day one, ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas fait ça, donc c'est pour vous dire à quel point j'étais hypé par, ce film et bah, j'ai réfléchi pendant bien 1 heure et demie, après, la séance et c'est qu'au bout d'1 heure et 1 heure et demie que j'ai vraiment voilà, j'ai su si j'avais aimé ou pas le film et bah, c'est nul. Voilà, c'est pas bien quoi, c'est un film qui est pas bien. Non, non, je rigole. Non, c'est très, très bien, c'est très, très bien. Il y a des défauts évidemment, ce n'est pas un film parfait, mais je trouve qu'il arrive à satisfaire, toutes les attentes. Déjà, encore une fois, c'est, absolument grandiose d'un point de vue visuel, que ça soit dans les cadrages, que ça soit au niveau des effets spéciaux, que ça soit au niveau du sens du détail, très, très cher à Villeneuve. Villeneuve, c'est un cinéaste qui a toujours apporté un soin aux détails, assez, hors norme, hein, je dois dire et même au niveau de l'histoire, alors c'est une construction de scénario, déjà très différente, de celle du premier film, mais qui en plus de ça, je sais que je vais beaucoup dire ce terme-là, dans le podcast, mais pour un blockbuster, c'est une construction de scénario, d'histoire qui est assez particulière. Donc c'est en même temps une construction de scénario, d'histoire où ça va prendre son temps, mais il y a des moments aussi où ça va, foncer, très, très rapidement, comme l'a dit, Jules notamment, vers la fin. Après ça m'a pas spécialement dérangé parce que je trouve quand même le rythme, très bon quoi. Je me suis pas du tout ennuyé, quand le film s'est fini, je me suis dit: «Ah bon? Déjà? Bah waouh, c'est vraiment bien rythmé» parce que le montage est très bon aussi et puis non, c'est un blockbuster qui a surtout, énormément de couilles, je trouve, avec ce qu'il aborde notamment, Jules en a parlé un petit peu, mais le fanatisme religieux. Je veux dire, c'est un blockbuster qui a coûté, 190 millions je crois, alors que le premier film avait déjà coûté 160 millions. Donc on peut dire que le studio a quand même eu confiance en Villeneuve, et en cette saga. Mais donc c'est un blockbuster qui coûte extrêmement cher, qui, va être vu par beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, surtout que le film est quand même majoritairement très apprécié, donc je pense qu'il y a des gens qui avaient peut-être pas prévu d'aller le voir, qui vont aller le voir finalement et c'est un blockbuster, comme ça donc, qui te parle, ouais, de religion et qui va quand même être extrêmement critique envers, la religion et le fanatisme religieux et puis surtout, il fait des choix au niveau des personnages, des choix qui vont, à mon avis, en décevoir, plus d'un ou plus d'une. J'ai déjà parlé, à des amis qui ont vu le film et c'était vraiment 50-50 quoi. Beaucoup de gens disaient, notamment par rapport à la fin: «Ouais, j'ai adoré le film, mais ce qui se passe à la fin, notamment avec, un certain personnage, ça m'a déçu».
Voilà, il y a des gens que ça a déçu. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, très courageux, encore une fois, d'aller vers cette direction-là. Et voilà, Dune 2, c'est un C'est marrant, blockbuster qui est... je vois pas du tout de quel personnage tu parles, tu vois. On en parlera en spoiler du coup, mais. Ah, ok, d'accord. Mais Mais voilà, c'est un blockbuster, c'est un film qui est osé, qui réussit beaucoup, beaucoup de choses qu'il fait, qui a des défauts certes, mais qui, je pense, est important. C'est rare des gros films comme ça, quoi. Pour moi, il faut chérir ce genre de film, et je tiens à dire que je pense qu'on tient un peu avec Dune 2, notre nouveau, je sais pas moi, même si ça n'a rien à voir, mais vous allez comprendre, notre nouveau Seigneur des Anneaux, quoi. Hein, vraiment ouais, non, je vois ce que tu veux une dire. saga qui est très importante et qui est surtout très qualitative, quoi. Waouh, quoi. Qu'est-ce que c'est bien. Mais pour le coup, je vais te rejoindre là-dessus, c'est que c'est vraiment s'il y avait que des blockbusters comme Dune 2, on nous traiterait moins de cons sur Twitter, quoi. Voilà, disons-le comme ça. Mais c'est pas ça. En fait, c'est un blockbuster, je trouve, qui a vraiment, ouais, comme tu dis, qui est vraiment courageux, quoi. Et surtout qui, en fait, moi, il y a un truc qui me faisait peur, c'était que le premier soit très calme, très posé, très lent, etc. Et que le deuxième soit à fond la caisse et en mode on en a rien à foutre, faut rusher, il faut que ce soit la grosse partie. Et en fait, le film n'est pas ça. Le film est un film sur comment Paul Atreides commence à explorer avec les Fremen, etc. Et en même temps qui est absolument spectaculaire. C'est-à-dire qu'il y a des notions de gigantisme en fait, avec des gros plans sur des personnages qui paraissent infimes par rapport au décor, mais qui en même temps ont une présence en fait et qui sont gigantesques en fait. Et c'est quelque chose qui est absolument passionnant et c'est quelque chose qui passionne Villeneuve quand tu vois sa filmographie. Mais non, pour moi c'est un très très grand film. C'est peut-être un de mes films préférés de l'année, alors qu'on est qu'en février. Je sais c'est con, mais je sens que il va rester longtemps, quoi, vraiment, parce que c'est vraiment, je trouve que ça fait vraiment vieux con comme phrase, et c'est ironique, hein. Mais on fait plus de blockbusters de SF comme ça. C'est-à-dire que le dernier qu'on a en exemple de film entre guillemets original de SF, c'est The Creator, et c'est pas à ce niveau-là, quoi. C'est pas, on n'est pas sur un film comme The Creator, quoi. C'est vraiment. Ouais. Et puis si on va pas dans l'originalité en soi, genre nouvel univers et tout, le dernier film de SF Avatar. vraiment waouh waouh waouh, il y a Avatar, mais avant il y avait Blade Runner 2049 aussi. Ouais. C'est Villeneuve, hein. Oui, oui. Et, C'est vrai. c'est un Bah oui, blockbuster justement. à la Villeneuve. D'ailleurs, c'est ça, c'est intéressant ce que vous dites tous les deux, parce que c'est du blockbuster qui ose, qui prend son temps, mais qui sait aussi rendre le spectaculaire et tout. C'est la patte Villeneuve, mais vraiment. Oui. Ah ouais, Oui, c'est oui. ça, C'est ça qui est Villeneuve, intéressant. en fait, il prend pas ses spectateurs pour des cons. C'est-à-dire que quand j'ai parlé de Dune 2, j'ai appelé ma mère en mode Ouah, c'est génial et tout. Et je lui ai dit, mais en fait, ça fait plaisir de voir un réal qui, en gros, quand on lui fournit beaucoup de budget, se dit ah, j'ai beaucoup de budget, ok, bah, je vais vraiment bien l'utiliser pour en foutre plein la gueule à mes spectateurs pour qu'ils soient Ouais, impressionnés, pour ouais. qu'ils soient dans cet univers. Je vais créer une ambiance de dingue, je vais Parce vraiment que avoir un soin du détail pour tout ce qui peut faire un long métrage, tu vois. Donc je veux ça pas fait du bien. tirer, ouais, je veux pas tirer sur l'ambulance parce que en plus vous m'avez vu le défendre et tout, donc je suis quand même, je suis assez honnête. Mais le dernier gros blockbuster qu'on a eu de l'année, c'est Argyle et il a coûté 200 millions, quoi, tu vois. Ah, c'est pas comparable, c'est vrai. Mais Ça fait mal, quoi. autre chose, d'ailleurs, on pourra rebondir après dessus, mais blockbuster osé, mais un blockbuster dans l'air du temps qui comprend le monde dans lequel on vit. Et Ouais. ça, peut-être qu'on Tout à développera fait. après, mais Frank Herbert, bon, dans les années 60, déjà, il a été très avant-gardiste en écrivant Dune. Villeneuve, il reprend cette idée-là, donc le Il y a le fanatisme, tout parcours ça, d'un ça y est. personnage qui est incroyable, Et c'est quoi, ça, le vraiment. fanatisme, la religion, l'écologie, la politique, c'était déjà dans le bouquin de base. Mais là, Villeneuve, il remet ça en avant et on regarde le monde d'aujourd'hui, mais le fanatisme, l'écologie, pour le moment, il y a un truc sur le nucléaire aussi, ça fait écho au monde dans lequel on vit, avec les peurs les peurs que nous vivons aussi. C'est pour ça que c'est un blockbuster qui est important et intéressant en 2024, je pense. Mais ça, on y Et reviendra. ouais, et Dune 2, comme tu le dis, c'est tout à fait à propos, en cohérence avec l'époque dans laquelle on vit. C'est-à-dire que le film se pose des questions dans un univers qui n'existe pas, mais se pose des questions qu'on se pose nous aussi actuellement. Et vu que le film est tellement en symbiose avec l'époque actuelle, tu vois, et bah Dune 2, c'est un film qui est assez inquiétant. Et C'est un ce film qui est, ce qui est qui fait incroyable, assez peur, hein. c'est incroyable parce que Blade Runner 2049 aussi était dans son ère du temps avec l'intelligence artificielle, l'amour un peu virtuel, tout ça. Et même Premier Contact dans la difficulté de communiquer avec quelqu'un qui vient d'ailleurs.
Villeneuve, il joue là-dessus sur la société aussi. Il joue sur le dialogue aussi. Le cinéma de Villeneuve, c'est un cinéma qui est très politique. Hein. Incendie, mais tout ça. Puis en plus, tu sens qu'il s'amuse vraiment avec les codes du genre, ça c'est passionnant, quoi, parce que déjà, bon, dans le premier, il y avait déjà un personnage qui disait à la fin, le personnage, on peut le dire franchement, si vous n'avez pas vu d'une partie 1, barrez-vous par contre, parce que je pense qu'on va parler un peu des trucs qui suivent du coup la première partie. Mais déjà à la fin, il y avait le personnage de Zendaya qui disait ce n'est que le commencement. Mais là, à la fin du film, à la fin du 2, il y a quand même un personnage qui dit à l'autre, voilà, t'as choisi le mauvais côté, et l'autre il lui répond, il n'y a pas de côté. Et tu vois qu'il s'amuse avec les genres du manichéen et du truc, et c'est passionnant, quoi. Oui. Il n'est pas manichéen le film, hein, justement. Ça retourne l'héroïsme. Hein. C'est un film qui questionne l'héroïsme, hein, justement, le fanatisme héroïque. Ah non, c'est passionnant. Et puis surtout, tu as un parcours, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, tu disais le parcours du personnage, enfin, je ne sais pas si c'était cette phrase-là exactement, mais tu disais qu'il était passionnant. Mais pour tous les personnages du film, il n'y en a vraiment aucun qui est épargné. C'est-à-dire que tu commences le film et tu finis le film, mais tu as un parcours pour tous les personnages qui est absolument dingue. Il y a tout qui a radicalement changé et ça fait plaisir de voir un film au-delà. Enfin, voilà, ça fait plaisir de voir un blockbuster où il y a des choses qui changent, où il y a une vraie évolution, on te propose quelque chose où ça ne stagne pas, tout simplement, tu vois. Et en plus de ça, moi, je trouve ça, au-delà du fait que ça stagne pas, parce que ça aurait pu avancer, mais avancer de manière médiocre, et c'est pas le cas, quoi. Ça avance de manière extrêmement intéressante. Et Jules, t'avais pas l'air d'accord avec ce que je disais. Non, sur quel point exactement? Je trouve que tous les personnages du film, enfin. Il y a Stilgar qui, bon, en vrai, Stilgar, il reste dans son fanatisme, quoi. En vrai, je me suis peut-être un peu gouré. Par exemple, les personnages interprétés par Florence Pugh et Léa Seydoux, bon, voilà, ils sont tellement peu présents qu'il n'y a pas forcément une évolution de dingue et tout. Mais en soi, il parle plus de Finn Butler ou quoi, à mon avis. Mais même le personnage de Stilgar, qui est certes en admiration de Paul Atreides au début du film, mais là où j'en ai parlé avec un pote d'ailleurs, et au début je n'étais pas d'accord avec lui, mais finalement je trouve qu'il a raison. Là où au début le personnage, bon, c'est pas vraiment un spoil de dire ça, je veux dire, pratiquement à chaque fois que Paul Atreides va faire une action, Stilgar il va faire Lisan al-Khaib, genre vraiment il va être en mode waouh, et surtout il dit une phrase dit une phrase qui est extrêmement drôle à chaque fois, il dit c'était écrit, tu vois, genre je vais faire une blague un peu trash, mais c'est comme si Stilgar il se réveillait, il voyait Paul chier à côté d'une tente et il disait c'était écrit, Lisan al-Khaib, tu vois, c'est littéralement ça. Et en fait durant une grande partie du film c'est un peu drôle, honnêtement c'est un peu drôle, quoi, sauf que vers la fin du film, il redit Lisan al-Khaib, et là, c'est plus très drôle, quoi. C'est plutôt inquiétant. Et donc, il y a une évolution de ton, tu vois, là-dessus aussi. C'est surtout qu'on en parlera toute cette. Moi, j'ai vu des gens, critiquer l'humour en disant que ça faisait humour à la Marvel, etc. Ah non. Et en fait, moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'en fait, je me suis rappelé d'une première bande-annonce du premier film, justement, où il y a cette scène, vous savez, qui est l'intro du personnage de Jason Momoa, du coup, qui meurt dans le premier, donc qui est plus là. Mais dans le premier, Jason Momoa, vous savez, il sort d'un vaisseau, il sort du truc et tout machin. Et dans la bande-annonce, et c'est pas dans le film, dans la bande-annonce, il fait une vanne à Timothée Chalamet en disant t'as pris du muscle. Si, c'est dans le film. Ah, c'est dans le film. Ouais, c'est dans le film. Ah, je n'avais pas capté. C'est la seule blague littéralement du premier film. Mais parce que c'est vraiment la vanne à la Marvel. Qui est chiante, tu vois, qui décrédibilise le truc, quoi. Voilà, j'ai un défaut au premier film, là, pour le coup, dans le deuxième film, c'est pas du tout de l'humour à la Marvel, parce que là où l'humour à la Marvel, ça décrédibilise et ça ne fait rien d'autre à part décrédibiliser. Là, ce côté humour avec le personnage de Javier Bardem qui finalement devient plus trop, enfin, tu ris jaune à la fin, tu vois, je veux dire, c'est plus inquiétant, c'est une réflexion sur l'humour, dans le sens que t'as une réflexion sur le ton et sur le fait que, ok, on a bien rigolé, ça pouvait peut-être un peu décrédibiliser avant, certes, mais on va vous montrer que finalement, non, et c'est important d'avoir fait cette dose d'humour-là pour se moquer un peu du fanatisme religieux, notamment, etc. C'est ça, c'est le fou de Dieu absolu, et Villeneuve, il le tourne en dérision parce que ça en est pathétique, c'est un personnage qui en est pathétique, et quand on sait ce qui est derrière en plus, c'est encore plus ironique, mais on en parlera après, autour de certains personnages secondaires qu'on voit peu, mais qui sont très importants dans le film.
Bah tiens, on peut peut-être d'ailleurs en parler Mais avant maintenant. d'aller dans Ouais, les je pense qu'il y a spoilers, deux, trois trucs à dire quand avant, même, il y a, avant il le y a- spoiler. il y a des performances d'acteurs dans le film. C'est là où Villeneuve, on voit que, bon, c'est là où on voit, bon, il y a certains acteurs, actrices, certaines actrices, on se dit, ouais, ils jouent toujours plus ou moins la même chose. Mais tu leur mets un vrai réalisateur derrière qui les dirige et qui les mène dans un projet, et ben voilà, Timothée Chalamet. De toute façon, Timothée Chalamet, déjà, il avait montré de très belles choses dans certains films. Il faut Ouais. l'avouer, là. Ok. Mais Bah, là, déjà, ça fait bizarre de se dire que là, tu le vois avec sa performance où voilà, le personnage de Timothée Chalamet va avoir une sacrée évolution. Et tu le vois en train de gueuler et tu te dis, putain, il y a 2 mois, il jouait Willy Wonka. ouais, mais Ouais, c'est ça un ouais. acteur aussi. C'est ça un acteur. Moi, le moment qu'on voit dans la bande-annonce où il dit silence comme ça Mais ça marche. au Ah ouais, personnage ouais, ça, interprété c'est- par Charlotte Rampling, qui joue donc une Ah, Bene la Gesserit, révérende Gesserit, mère. la révérende mère La révérende de mère, Bene Gesserit. Bah, dans la bande-annonce, c'est assez drôle parce que juste après qu'il dit silence, t'as vraiment un plan où t'as Zendaya qui souffle un peu en mode oh, je suis impressionné, tu vois. Et ben moi j'étais pareil, tu vois. J'étais vraiment en mode Zendaya mood. J'étais vraiment en mode vraiment il me dit silence comme ça, Timothée, je ferme ma gueule pendant 3 mois, tu vois. Genre vraiment. Et Zendaya s'en sort bien aussi. Hein. Mais Zendaya est ouais. une excellente actrice. Ça change de No Vraiment. Way Home. Hein. Voilà. Oh, Dieu merci. Zendaya qui a commencé sur Disney Channel. Oui, mais elle n'est pas la seule à avoir Zac commencé Efron sur Disney. aussi. Scarlett Zac Johansson Efron a commencé sur Disney Channel aussi. aussi. Zac Efron aussi. Hein. Ouais, bah oui, Et, Zac Efron, il se révèle hein, depuis quelques Maintenant, années. il est dans Iron Claw. Voilà. Bah ouais, dont on nous a parlé. et il a joué dans un très bon film aussi qui s'appelle We Are Your Friends, voilà, voyez-le. Mais c'est pas le sujet, mais aussi pour les performances d'acteurs et d'actrices, donc moi je suis un peu déçu d'un truc, Ouais. c'est-à-dire qu'elle joue très bien, mais on voit tellement peu Florence Pugh, et surtout on voit tellement peu Léa Seydoux que t'as Mais pas elle vraiment voit le temps de tellement- te dire... Léa Seydoux, bon, quand elle joue, là, dans la scène en question, et Elle est tout, excellente. ouf, elle est la vraie Bene Gesserit, hein, pour le coup. Ah non, mais elle joue très très bien, mais juste... ou j'aurais aimé en Christopher voir Walken, plus. hein, on le voit Tu vois, peu j'aurais aussi. aimé voir ce personnage plus souvent pour... Mais Christopher Walken, alors moi je trouve que c'est couillu de l'utiliser comme ça parce que c'est quelqu'un d'hyper charismatique, tout ça. Mais Villeneuve, il l'utilise pour les biens d'un personnage parce que c'est l'empereur, mais bon, c'est un empereur sans pouvoir, hein, on y reviendra. Ouais, mais qui est en perte de vitesse totale. c'est l'empereur pathétique, tu le vois, le gars, il croit même pas en son pouvoir, quoi. Bah, C'est pas après, tu Palpatine, hein, vois, l'empereur de Dune, hein, du tout. Hein. pour le coup, moi, Christopher Walken, c'est un peu le même combat que Florence Pugh et Léa Seydoux. Je trouve qu'on le voit c'est pas assez normal. pour que... C'est normal qu'on les voit pas. C'est logique Après- dans l'écrit de Herbert de base aussi, de toute façon. Après, j'avoue que quand il dit, et là aussi c'est dans la bande-annonce, mais quand il dit Your father was a weak man, comme ça, Oui, à mais ça, Timothée, c'est fort, ça. ça c'est Ouais, très ouais. très fort. Il y a un truc, il y a un vacillement dans les paupières, dans le regard qui est assez fort, quoi. Où Dommage que vraiment ce tu soit te dans la dis, bande-annonce, ça, parce que c'est très important. Et, où bon. tu te dis dans cette scène, il lui dit ça en mode pour montrer à Paul Atreides que il est pas trouillard et qu'il en impose Ouais, et qu'il pour est le pas si inutile provoquer. que ça, Ouais, voilà. Mais en même temps, son petit vacillement de paupières te fait dire que le mec en même temps Bien il se sûr. dit oh bordel de merde, qu'est-ce que je viens de faire là. ouais, Il fallait du Christopher Walken pour jouer ça aussi. Hein. On le voit pas beaucoup. Il y a des petits mouvements de paupières comme ça. Bah, c'est un travail d'acteur absolu. Hein, tout simplement. Et donc, Et puis, non, et mais Austin c'est- Butler. Et Austin Austin Butler. Butler. Alors là, Alors, la scène en. on le bah, reconnaît ça, on pas. peut le Hein, dire. de Elvis, Ça, on peut le dire, on a le on droit de le reconnaît dire. pas. Bah, c'est pas un spoiler, on a le droit de le dire. Il y a une scène, du coup, sur le point de vue qui suit le point de vue de Austin Butler qui dure 20 minutes, 30 minutes, quelque chose comme ça. Non, Et, non, elle dure 15 minutes, je pense, non? Ah ouais, je sais pas. Quand Enfin, on est sur moi, la planète minutes, des Harkonnen, j'ai plus la notion du film. J'ai plus la notion du temps, en fait. Avec à un le moment, on film. va sur la planète des Harkonnen sans en dire plus, mais c'est chaud. Ah ouais. Hein. Bah, Il ils y ont a trouvé une il y a justification scénographie intéressante qui est- pour ce noir et blanc, quoi. Qui en Mais plus c'est développe esthétique. l'univers, donc c'est trop bien. Mais c'est le Troisième Reich. Hein. Je suis désolé, mais c'est ça. Hein. Ah, mais totalement. Mais moi, Non, j'avais vraiment. même une théorie sur la représentation de cet univers, et après on en viendra à Butler du coup. C'est que on voit que c'est quand même, ça fait beaucoup plus numérique hein, les passages sur Gidi Prime, mais c'est voulu. Villeneuve justement, il met un monde artificiel fantomatique sous nos yeux, donc les détails sont plus, c'est moins travaillé sur le grain forcément, mais c'est l'opposé du monde très chaleureux de Arrakis. Quoi. Bah justement, moi j'en parlais aussi de mon côté dans mon podcast. Je trouve ça très intéressant le fait de montrer le monde des Harkonnen, qui est quand même le monde le plus dégueulasse de la galaxie. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui va en termes de psychologie du ou quoi dans ce monde-là, tu vois. Ouais. Mais c'est la partie la plus lisse du film en termes d'image. Et pas lisse en termes négatifs, hein, c'est juste qu'au Lisse, niveau... intelligence artificielle, ça fait un peu genre Ouais, intelligence artificielle. mais Mais en là, mode, Villeneuve, il fait son questionnement.
Il parle du La, numérique, là, ici. la peau des acteurs, des actrices, même Ouais. les décors ont moins de texture parce que c'est très lisse, parce que c'est en plus un noir et blanc qui est en même temps très chaud. En même temps très chaud. C'est ça qui est assez drôle. Et le fait de nous montrer le personnage d'Austin Butler pour la première fois, qui représente quand même effectivement pas mal la psychologie, lui et son monde du Troisième Reich, etc., de nous montrer sous fond de noir et blanc, qui rappellerait donc un peu un truc du passé, etc. Et plus le film va avancer, plus tu amènes ce personnage d'Austin Butler qui est horrible dans la couleur, donc dans le présent plutôt. Il y a un truc qui est vraiment très intéressant en termes de le fait de réfléchir comme ça, le noir et blanc, sa technique et tout, et quelque chose de très inquiétant surtout. Ouais. Non, mais c'est un monde sans vie. C'est un monde sans vie. Il utilise une esthétique plus sans vie, genre qu'une intelligence artificielle aurait presque pu générer, quoi. Mais après, ça reste très beau. Hein. Voilà, ah, mais oui. Je veux dire, quand on dit lisse, on dit pas lisse en mode c'est pas beau. Non, lisse en mode c'est beau. En mode gladiateur du Troisième Reich, hein, ce passage. Après, c'est très flippant. Mais ouais. Et peut-être pour revenir sur une performance d'acteur, on a parlé de Chalamet, on a parlé d'Austin Butler. Mais moi, je trouve qu'il y a une actrice qui se révèle, enfin pas qui se révèle parce qu'on savait que c'était une bonne actrice, mais qui est grandiose dedans, c'est Rebecca Ferguson. C'est dans les 20 premières minutes du film, tu as déjà capté que ça va être incroyable. C'est pas le même personnage que dans le premier film. Hein. C'est pas c'est fou. Là, l'évolution de Jessica, c'est violent. Hein. Et encore une fois, c'est flippant. Vraiment, c'est un film très inquiétant d'une deux. Mais c'est là où on se dit. Il m'a fait flipper le personnage de Rebecca Ferguson. Hein. C'est là où on se dit dès le début, c'est une Bene Gesserit quand même, la dame Jessica. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et là, elle devient une sorte de révérende mère des Fremen. Violent quand même le transformation physique avec les tatouages, tout ça, là, il y a... Ouf. Ah ouais, non mais même dans le premier film où tu avais cette impression que c'était un personnage qui pouvait faire de grandes choses, mais qui, et je dis pas ça péjorativement, mais qui était un petit peu trouillarde sur certains points, bon, moins dans la deuxième partie du premier film, mais tu avais l'impression qu'elle était un peu en retrait face notamment au reste des Bene Gesserit, et là elle s'impose en mode, mais en fait, c'est moi qui vais tout amener, tout défoncer, et c'est moi la queen, quoi, tu vois, genre vraiment. Ouais. Ça fait partie du plan, hein, parce qu'il y a un plan derrière, mais bon, on n'en dit pas plus pour l'instant. On va pas tarder les spoilers, je crois. Ah si, je pense. quelque chose à dire avant les spoilers. Hans Zimmer, alors parce que j'ai vu sur Twitter qui disent c'est pas terrible, faut qu'Hans Zimmer il arrête de laisser son chat générer sur ses touches aléatoirement sa musique. Non, mais c'est très bien ce qu'il fait, Hans Zimmer. Mais c'est incroyable. Mention spéciale notamment à... moi, j'ai 2 morceaux que je retiens et que j'écoute en boucle. Warm Army, voilà, pour ceux qui ont vu le film, bon, voilà. Il y a une vitesse, il y a une tension, c'est vraiment genre ça fonce, c'est ultra épique. Et alors Kiss the Ring aussi, qui est l'un des morceaux finaux du long métrage, ou alors même A Time of Quiet Between the Stars, voilà. Incroyable aussi. C'est beaucoup plus poétique, beaucoup plus doux, mais c'est tout aussi incroyable que les morceaux épiques. Quoi. Et puis il y a les détracteurs qui disent ouais, mais ça reprend les thèmes déjà pompés du premier film. Mais attendez, c'est l'univers. Bien sûr qu'on décline des thèmes. Mais c'est comme si tu disais oh putain, le Seigneur des Anneaux 3, quelle flemme il a eu Howard Shore, il a repris le thème de la comté, quoi. Et non, mais c'est normal que ça décline. On est dans un univers, c'est un compositeur qui est cohérent dans l'univers aussi. Je veux dire, il allait pas mettre la compagnie créole, quoi. Mais non. Ça aurait été incroyable, par contre. Hein, mais t'imagines Tika-Tika-Ton, oh ouais, sur Guidi Prime, ça aurait pas fait... Patrick Sébastien, tu vois. Patrick Sébastien. Ouais, avec l'empereur, avec Patrick Sébastien derrière. Non, et on fait tourner les vers de terre. Ah, et les vers aussi. On n'a pas parlé du design des vers, mais il y a un crescendo aussi. Plus on avance, plus on en voit. Hein, et puis l'utilisation des vers, c'est impressionnant, quoi, au milieu du film. C'est des bestioles particulières, les vers des sables. Il faut lire les bouquins d'une. Elvis, très très déçu qu'Austin Butler il n'ait pas chanté un petit morceau d'Elvis là quand il était dans l'arène. Vraiment. Ah ouais. A little less conversation. Ça aurait été chaud, quoi. Trouble. Come for trouble. Yes. En fait, Elvis, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'il est pas mort et juste il a vrillé, il est parti sur Arrakis, il a pété un câble. Sur Arrakis, il défonce des Atreides. Mais on peut rentrer dans la zone spoiler, je pense, là. Non, ouais, je pense qu'on peut partir dans la zone spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film, barrez-vous et surtout allez voir Dune, parce que je pense que même si là, je pense qu'on va pouvoir parler un peu de peut-être de certains petits bémols, allez le voir parce qu'on vous encourage tous les trois fortement à aller le voir en disant que c'est un grand blockbuster. Et d'ailleurs, aussi, info qui vient de tomber, du coup, Dune 3 s'appellera Dune du Pilat.
Oh, putain. Bon, on la Il garde au fallait qu'il montage fasse juste la pour que tu Ouais, sois en vrai, ridicule. ouais, c'est Ouais, tellement on la un garde juste bid pour Flop, en fait. si Ouais, ouais. violent que je viens de me taper là, que du coup, Ouais. vas-y. Donc, illustre connu, c'est le Stilgar du podcast. Ouais, Ah, mais c'est ça. Mais moi, Il tu donne sais le Covid. vraiment, je fais des bids partout où je passe. Moi, c'est extraordinaire. Le problème, c'est que toi, il y a personne qui, comme Stilgar, qui est là pour dire que c'était écrit que tu fasses des bides ou des trucs comme ça, tu vois. C'est toujours écrit avec JB, toujours. Ah, c'est toujours écrit, toujours, toujours. Bon alors, un spoiler, il s'assoit. Qui c'est qui Voilà, meurt à la c'est fin? parti. Oh là là. Bah, du coup, attends, écoutez, petite préparation pour les spoilers. Du coup, on passe en spoiler dans Ouais. 3, 2, 2,5, 2, 3 quarts. Non, je me trompe. Bon, Chier. bref, on passe en spoiler maintenant. Allez, c'est parti. Et ben écoutez, je pense que déjà on va y aller étape par étape. Déjà, je trouve que le film prend beaucoup de temps pour établir les Fremen, la culture des Fremen, etc. Et comment le personnage vit avec. Et il va pas à 2000 à l'heure. Et c'est ça qui est vraiment agréable. Et moi, c'est ce dont j'avais peur. C'est qu'en fait, c'est un film qui, après avoir du coup parce que le premier était avantagé par rapport au deuxième, parce qu'il avait la lourde tâche de devoir établir tout l'univers, tout le lore, etc. Et là, du coup, tu sens que il en profite pour développer les personnages, pour développer leurs sentiments, pour refaire des liens, etc. Et du coup, tous ces passages-là, ils sont importants pour ce qui va arriver après, au milieu et surtout à la fin du film. Et en même temps, en fait, ça marche super bien parce qu'on a des personnages qui vont pas faire du surplace, mais justement être initiés, apprendre, etc., comme le personnage de Timothée Chalamet avec Chani. Mais surtout des personnages comme Rebecca Ferguson qui vrillent très rapidement quoi, dans le film. C'est assez Ah, impressionnant. Quoi. ça vrille, mais c'est le destin. Alors là, de toute façon, c'est un film de destin. Et c'est Oui. un peu d'ailleurs ce Ah qui est oui, assez. oui. C'est le plan. C'est un film où on se rend compte petit à petit, mais on le voyait un petit peu dans le premier film quand même, que derrière, c'est une vague manipulation globale des Bene Gesserit. Les Bene Gesserit manipulent tout le monde. L'empereur qui n'a pas vraiment de pouvoir, mais même la prophétie. Cette prophétie du Cuidat Saderak, etc., c'est les Bene Gesserit qui font tout pour que ce plan arrive au bout, en manipulant génétiquement les Atreides sur 90 générations, elle le dit et tout, en manipulant donc la prophétie pour faire croire que les Fremen, c'est leur prophétie à eux, mais c'est la leur en fait. Et du coup, bah, c'est pour Oui. ça que Dame Jessica, elle fait partie du plan et qu'elle devient cette révérende mère là, qui va boire l'eau de la vie. Et puis en plus, elle est enceinte d'un fœtus qui parle déjà, qui est joué Et par joué Anya par Taylor-Joy. Oui, Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy joue un Bah, fœtus, voilà. ouais, enfin, Pardon. non. Oui, Enfin, oui, la mais vision non. du fœtus. Vision du fœtus d'avenir. Voilà. Well, yes, but actually no. Je me demande si Mais elle fait pas la d'ailleurs, voix. Est-ce qu'elle fait la voix du fœtus qui parle, je crois, à un Oh, moment. putain. Non, mais, si, à un moment, on entend le mais fœtus si, parler. sans déconner, si, je crois, à un moment, si. Ben, voilà. Donc, elle joue un Mais, fœtus. Mais Oh, putain. en fait, surtout, la c'est façon un dont est monde. filmé Mais ce fœtus, c'est super intéressant aussi. ah, mais hein, ça, en alors termes d'ailleurs, de- oui, Ouais. ça rappellera 2000 ans d'Odyssée de l'espace, entre autres. Mais Totalement. voilà, c'est un plan, mais machiavélique. Et derrière, vous voyez, en fait, Paul, bon, c'est le Messie, les Fremen, tout ça, Lisan Al-Gaïm, machin, mais ça en est pathétique dans leur fanatisme parce qu'ils ne contrôlent même pas leur fanatisme, en fait. Ils se font Ah oui, manipuler. oui, c'est Et terrible. Paul, c'est terrible parce que Paul, bah, il le devient, et c'est le Messie malgré lui. D'ailleurs, on le voit, il est en plein dilemme, il n'a pas envie, mais quoi qu'il arrive, même s'il n'a pas envie, qu'il ne veut pas aller dans le sud à un moment, eh ben, il va être obligé d'y aller. Il va au bout de son truc. Et à la fin, il est obligé de devenir un antagoniste. C'est ça le plus Ouais. fort. Dans Ça, le c'est film. dingue. Et c'est là, justement, j'en parlais, Soso, pour ceux qui n'ont pas lu les bouquins, comme moi, tu vois. Bah, moi, j'ai pas été déçu de ce choix de rendre Paul antagoniste, vraiment antagoniste, quoi. Mais c'est pas un truc qui Alors que arrive je dans pense que, et le. notamment des potes m'ont dit que ça les avait déçus. Tu vois, C'est pas un truc qui arrive dans le bouquin. c'était pas leur Paul, quoi. Dans le bouquin, ça arrive indirectement quand même, mais dans le bouquin, par exemple, il y a la petite sœur qui naît, qui a une croissance rapide parce que bah, Ouais, c'est une ça, je l'ai abomination lu, et tout. Et c'est elle qui tue le baron dans le bouquin. Et là, c'est Paul. Et c'est bien que ce soit Paul parce que Paul devient vraiment l'antagoniste en, on va dire, succombant à sa vengeance et tue le baron parce que le baron avait tué son père. Bah, il succombe à la haine totalement, Et quoi. c'est ça. Bah, c'est comme Star Wars, quoi. Hein. Il passe du côté obscur. Je pense que Villeneuve s'en amuse même avec ce choix. C'est un meilleur Anakin Skywalker, quoi. Et, ah bah, Ouais, c'est ça. Sortant, comme- mais ce qui est violent, c'est Comme qu'à une la meilleure fin, saga il y a un Star truc. Wars, quoi. Mais il y a un truc extraordinaire à la fin, c'est que Paul Atreides, donc il devient un Fremen hein, dans le film, on est d'accord voilà, il devient un Fremen, mais il se revendique en tant que fils du baron Atreides, et pour arriver à ses fins, à un moment, il y a un dialogue là-dessus, il le dit, il doit devenir un Harkonnen, parce qu'on apprend au passage que c'est le petit-fils, oui, du baron Harkonnen, parce Ouais, qu'il y a c'est eu un ça. mélange des générations là, des Bene Ouais, les tuer Gesserit. papy.
Les Harkonnen, c'est un Harkonnen et un Atreide à la fois. Donc à la fin, il est à la fois le Fremen, le Atreide et le Harkonnen. C'est un tout en fait. Il devient un tout. Et en étant tout et son contraire, bah, il devient quelqu'un qui va mener le peuple à la guerre sainte, tout simplement. C'est intéressant parce que c'est un discours sur le fanatisme. Souvent, le fanatisme, c'est comme ça des leaders qui sont tout et leur contraire, et ça donne des folies quoi derrière. Et ce discours-là, c'est bien plus important du coup que la sœur n'intervienne pas là physiquement à la fin du film, par exemple. Mais du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense que, donc, de ce que j'ai compris du bouquin, c'est-à-dire que elle réfléchit et marche comme un adulte, mais elle a genre 3 ans. C'est ce qui est un truc un peu étrange, etc., qui est en fait qui est moins dans les. C'est Poor Things. Ouais, c'est ça, c'est Poor Things. Il faut voir la version de Lynch, on la voit, la petite fille à la fin, c'est très drôle. Voilà, c'est ça. Mais d'ailleurs, pour le coup, donc, je pense que le film, et c'est un choix, hein, évidemment, donc moi je le reproche pas. Je pense qu'ils ont supprimé pas mal de trucs qui sont un peu dans l'esprit un peu eerie, bizarre de Dune, même s'il y en a qui restent un petit peu. Hein, on n'a pas encore parlé des vers de sable et de leur nouvelle utilisation. Mais du coup, moi, ma théorie, c'est que, on parlera du 3 après, mais que du coup, je pense que Anya Taylor-Joy, enfin le personnage d'Anya Taylor-Joy va naître et va grandir super rapidement, quoi, vu qu'elle a été exposée à la potion bleue là. Ah bah c'est l'eau de la vie, c'est clairement ça vient du verre. Hein. En gros c'est la pisse du verre. Hein, ils disent ça. Vraiment, c'est une eau de vie à 90 degrés quoi. Ah, c'est plus qu'à 90 degrés, à mon avis, c'est à 1000 degrés là, l'eau de vie. Hein. Normalement, techniquement, quand tu bois ça, tu meurs, hein, c'est dit. Hein. Mais non, comme c'est le Messie, il survit. Ouais, et d'ailleurs, Rebecca Ferguson survit aussi à ça. Grâce au fœtus. Voilà. Et notamment pour ce qui est du personnage de Austin Butler et de sa fin, donc le personnage décède, quoi. Il décède de décès. Et bah toi, Jules, t'avais un peu de mal, on en avait parlé lors du jour de la sortie du film, parce qu'on est allé le voir au même moment en fait. C'est ça qui est assez drôle, mais pas dans le même cinéma. Du coup, quand on est sortis tous les deux, on s'est parlé sur le film. Et tu disais que tu trouvais, il me semble, trop expédier cette scène de mort que tu trouvais pas forcément terrible. Et moi, j'étais pas d'accord avec toi parce que je trouvais justement que certes, il meurt d'un coup de couteau, quoi. Mais il y a toute cette scène de tension folle à la fin où, pour moi qui n'ai pas lu le roman, j'étais vraiment en mode, mais attends, mais Paul, il va mourir en fait. Surtout que le film avait déjà fait des choix extrêmement couillus avant. Donc je me disais, mais c'est tout à fait possible ça. Surtout qu'il y a un moment de montage, un moment d'acting qui est fou. C'est que quand Austin Butler, très sûr de lui, très froid, avance de plus en plus son couteau vers l'œil, vers la tête de Paul, et bah il y a un gros plan sur le visage de Paul qui regarde Chani avec un petit essoufflement et un air désespéré dans les yeux. Et je me suis dit non mais il va crever, c'est pas possible. Tu vois, j'étais vraiment accroché à mon siège et au final non, il meurt pas parce que c'est Austin Butler qui meurt quoi. Non mais c'est pas autant la mort. La mort elle est bien faite en soi. Si on sait pas ce qui se passe dans le bouquin, en effet, c'est très bien fait. C'est juste que la confrontation finale fait un petit peu pas stéréotypé mais très rapide. Il n'y a pas de trop de développement de l'affrontement final. Mais ça c'est un choix de Villeneuve. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, dans le film, la menace Harkonnen, hein, enfin, grosso modo, parce qu'on n'a pas parlé de Rabban, mais le pauvre Bautista, le personnage de Bautista. Alors, par contre, moi, j'ai une vraie question. Parce que j'adore le film, vraiment, je trouve que ça touche au chef-d'œuvre. Mais qui croit, pendant une seconde, que le personnage d'Austin Butler arrive à humilier physiquement le personnage de Dave Bautista? Ah, mais... Ouais. Mais ça, ouais, mais pour en revenir à cette fin, de toute façon, Villeneuve, il a écrit le film comme ça. Les Harkonnen, ce sont des faux antagonistes, de toute façon, parce qu'eux aussi sont manipulés. C'est des pantins, ils sont tous inefficaces, ils sont fous, ils sont cruels, mais il y a pas de vrai pouvoir en eux. Ils sont tous expédiés, en fait, finalement. Le baron, comment il meurt, quand même. Après, on le laisse aux fourmis. C'est ça, en fait. C'est le vrai mal, le vrai truc violent derrière, c'est les Bene Gesserit, au final. Enfin, c'est pas vraiment le mal, c'est compliqué. C'est très compliqué, hein, les Bene Gesserit, quand même. Est-ce qu'elles font ça pour le mal? Il va y avoir une série sur elles, hein. Mais il va y avoir une série sur les Bene Gesserit. Il faut les creuser, parce que est-ce qu'elles font ça par pure méchanceté? C'est pas si évident que ça. Parce qu'elles ont le plan du destin de l'univers et tout. Voilà, c'est compliqué, c'est un beau bordel, là, derrière. Mais du coup, les Harkonnen, oui, ils sont expédiés. Mais par contre, le problème, c'est qu'ils soient expédiés, ça passe. Mais quand même, on va passer 15-20 minutes plus, je sais pas, sur Gilly Prime, avec une ambiance extraordinaire du Troisième Reich, Gladiator et tout, avec le personnage de Florence Pugh, qui fait clairement du personnage d'Austin Butler l'anti-Messie, avec le même rituel, avec le gomme jabbar, la pointe,
avec mets ta main dans ma Non, boîte. c'est pas le personnage de Florence Pugh, c'est le personnage de Léa Seydoux. Pardon, le personnage de Léa Seydoux, oui, pardon. C'est vrai que du coup. Mais tu vois, on essaye de nous montrer un truc, genre ça va être l'anti-Messi, le vrai antagoniste. Et au final, non. Mais ça, c'est peut-être que Villeneuve, il voulait justement détourner les codes de ce heroic fantasy habituel où tu as le grand méchant contre le grand gentil à la fin. Non. À la fin, en expédiant un peu, entre guillemets, il montre que l'essentiel est ailleurs, parce que la vraie fin, c'est derrière. C'est quand tout le monde se prosterne devant Paul, sauf une personne qui refuse, parce que même l'empereur se prosterne à la fin. Ouais. Mais il y a une personne qui résiste. Et là, on a une belle différence par rapport au bouquin aussi. Ah, c'est génial. Et la personne qui résiste, justement, on peut dire qui c'est Chani. Et ça, c'est un vrai message féministe à la fin. Il y a quelque chose. Ah mais totalement. Et puis le film se finit sur la elle. folie des hommes. Elle refuse la folie des hommes. Le dernier plan du film, il est sur Chani. Et c'est elle, la Lisan Al-Gaïb, à la fin, peut-être aussi. Ouais. Bah, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, quoi. Ouais, enfin, c'est vraiment, c'est le seul personnage, entre guillemets, qui est libre. C'est très iconique, voilà, c'est ça. Sa façon de penser, libre de ses choix. Une femme forte qui va s'en aller dans le désert et qui est contre toute cette mascarade de violence. Et... Je sais pas ce que tu en penses, Sawyer, mais c'est une fin iconique en fait, parce que c'est totalement un contre-emploi, mais justement il y a un grand film. Enfin, je trouve que c'est ce qui, c'est même la fin en fait vraiment un grand film, je trouve. Il y a une puissance en fait dans la narration en fait, je trouvais même dans les visuels, hein, on n'en a pas énormément parlé, mais je trouve que même au niveau de la photo, je trouve ça absolument dingue. La séquence d'intro là. Avec les teintes orangées. Ah ouais, c'est fou. Mais d'ailleurs, juste pour revenir vite fait sur les personnages au destin un petit peu rushé, par contre, là, quelqu'un me dit Dave Bautista, son destin, il est rushé. Oui. Parce que vraiment, genre, quand tu vois cette scène dans la bande-annonce où il fait deviner qui est revenu d'entre les morts, et t'as le plan de Josh Brolin qui s'approche et tout, machin, et même dans le film, quand ça arrive, tu te dis, ok, il va y avoir fight. Genre vraiment, t'as Dave Bautista qui sort son fouet, t'as Josh Brolin, il marche, il fout un coup de poignard, il continue à marcher. Genre, vraiment. Mais moi j'étais content parce que Gurney Halleck, et c'est sûrement mon personnage préféré de la saga parce que je trouve que c'est un peu l'équivalent du Witcher quoi en mode Shelby quoi. Non mais vraiment, Josh Brolin, il arrive, il fout un coup de poignard, il continue à marcher, il est en mode bon alors maintenant qu'est-ce qu'on mange ce soir? Tu vois, genre vraiment il est comme ça quoi. Il s'en bat les couilles. Ah, mais les Harkonnen sont ridiculisés au bout, jusqu'au bout. Ouais, c'est ça qui est. Mais vu le mal qu'ils ont fait avant, à la rigueur, ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, je crois que le tout premier plan du film, c'est un plan sur des cadavres qui brûlent. Et pour moi, ça a beaucoup de sens. Ça, c'est vraiment genre le film, c'est quelque chose qui brûle. C'est quelque chose qui ne cesse de brûler. C'est quelque chose qui s'éteint et après il va y avoir les cendres et après ça va renaître des cendres et tout. Et non, il y a beaucoup de significations qui sont très intéressantes. Et le film qui s'ouvre sur le vrai pouvoir, c'est celui de l'épice. Et l'épice, c'est les vers. Hein. Je pense que vous l'avez compris là, bien en le voyant, la deuxième partie. Le ver des sables, c'est l'épice. Et le ver des sables, c'est un peu le grand. À un moment, c'est ça, le grand-père du désert. Hein, il est surnommé. Ouais. Ce sont des êtres spirituels qui sont là depuis des décennies, des siècles et des millénaires, en fait. Mais surtout, cette attaque des vers, là, alors, elle est assez rapide, mais en soi, tu t'en prends tellement plein la gueule et t'es tellement en mode wow, c'est énorme et c'est vraiment genre ça fonce et il y a une violence aussi là-dedans de on arrive avec les vers et on va vous bouffer en fait. Genre, on va vraiment tous vous détruire. Genre, il y a une violence de la part des Fremen, une violence qui est donc accompagnée et validée par Paul. Donc, ça raconte beaucoup de choses, cette manière de filmer l'action et l'arrivée des vers. Il y a une séquence sur laquelle on ne s'est pas penché et qui est absolument incroyable et sur laquelle tout le monde est en train de devenir fou actuellement sur les réseaux sociaux, particulièrement Twitter. Mais c'est la séquence où Timothée Chalamet renaît et arrive dans l'espèce de temple avec les Fremen et tout et commence à perdre pied, quoi. Et ça, là, pour le coup, c'est une vraie performance d'acteur, quoi. Ouais, puis après, d'ailleurs, à la fin, quand il attaque, on voit pas son visage. Hein. Il est déshumanisé, il est caché avec les bandages et tout. Il y a quelque chose de très fort. Et d'ailleurs, moi, il y a un truc qui m'a marqué par rapport, parce que j'avais vu je suis content d'avoir vu le premier avant le jour d'avant, parce que il y a du coup cette vision où tu vois Timothée Chalamet dans une espèce d'armure dorée en train de combattre, et il y a son casque qui s'enlève comme ça quand il a fini de buter un mec dans sa vision du 1. Et il y a exactement les mêmes mouvements dans la même bataille avec le personnage de Zendaya.
Bah Donc oui, ça- c'est donc Lisan ça- Al-Kaïb. Ouais, c'est ça, ça rejoint ce que Bien vous. sûr. Ça rejoint ce que. Après, que- c'est pas exactement le même mouvement de caméra, mais on comprend très Ouais, clairement c'est le même mouvement de corps, voilà, on comprend très clairement la référence, quoi. Ouais, Ouais, c'est et ça. puis- Mais ça aurait été peut-être plus fort avec vraiment le même mouvement de caméra, quoi. Tu Ouais, vois, ouais. genre, Ouais, puis on en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a les vers qui attaquent, et à côté, vous avez l'héritage des Atréides, c'est tout. Hop, les ogives nucléaires. Là aussi, on a vraiment la folie des hommes au sens large. Parce que même les Atréides, au final, c'est pas si tant les gentils que ça. Hein. Ils sont prêts à balancer des ogives comme ça n'importe où. Tu parles de Oui, l'écologie sur la planète Arrakis, pour avoir leur paradis vert, si tu balances des ogives nucléaires, c'est pas gagné non plus. Hein. ouais, c'est sûr que, Ah ouais, non, ça va c'est. pas aider, quoi. Non, mais voilà, c'est pour ça qu'à la fin, Shani qui s'en va, elle fuit la guerre sainte, elle fuit la folie des hommes. Elle reprend contact avec le désert, elle appelle son petit ver des sables, tranquillou, viens papy, là, hop, hop, je te chevauche et tu m'amènes très loin de tout ça. Et je pense que dans le Messie de Dune, qui risque d'être différent du bouquin, on va avoir une vraie confrontation entre Shani et Paul. Du moins dans un premier Moi, temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on va avoir vraiment un film qui est plus calme, plus posé, plus politique, parce que c'est ce qui a l'air d'être d'une Messiah, ou est-ce qu'on va vraiment avoir un gros truc plus nerveux comme celui-là, tu vois? Ça Bah, dépend, je parce que pense. dans le Messie de Dune, par exemple, ça commence sur une ellipse. La guerre sainte a eu lieu, Paul a gagné, c'est l'empereur. Est-ce que si Ok, Denis Villeneuve fait la suite, est-ce qu'il va montrer un peu la guerre sainte ou pas? Ça, la ouais, ça question dépend. qui va se poser. Parce que du coup, il y Bah, a en les fait, autres familles qui arrivent à la fin, ouais, c'est ça. bah, en fait, moi, je me dis, il y a deux choix pour Dune 3 en film. C'est que soit il continue sur son côté j'ai des énormes couilles, quoi, Denis Villeneuve, en mode bah, je fais un peu comme le roman et je fais un film là où tout le monde pensait que ça allait être un gigantesque film de guerre et tout. Mais en fait, je fais un film plus posé, plus calme, plus psychologique, plus politique. Soit il se dit bon, j'ai quand même balancé vraiment la sauce dans les scènes d'action dans le 2, donc faut que je fasse un entre les deux, quoi. Mais fait l'inverse. Tu vois. C'est-à-dire qu'il va commencer en mode action à fond et après ça va se poser en. Parce que, Ouais, c'est par exemple, intéressant. dans Dune 3, s'il a lieu, là, vous allez l'avoir un peu plus, Florence Pugh, par exemple. C'est obligé. De toute façon, Bah oui, ça me Paul semble l'épouse évident. à la fin, donc techniquement. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'il abandonne Shani parce qu'il épouse politiquement la fille de l'empereur. Ouais, c'est ça. Ce gros bâtard. Bah ouais, non, mais il s'est fait aveugler. Il est tombé dans le fanatisme, dans sa propre prophétie, quoi. Mais donc ouais, Dune 2, pour finir, on peut dire que c'est un film qui se termine mal, en fait. Ah bah bien sûr. Ah ouais, Vraiment, la fin est c'est... sombre. C'est Et pas une happy end. elle est en parfait contraste avec la fin du premier, qui pour le coup est une espèce de lueur d'espoir Ouais. parmi Ouais. tant d'autres. Mais du coup, vous pensez ou pas que dans Dune 3, il y a les Avengers, ils vont arriver un peu pour régler la situation? Je pense qu'il va y avoir les Avengers et The Whale qui va arriver et qui va venir les aider. Et Poor Things. Bon, ça, c'est une référence Ouais. à des mêmes Twitter, mais il Ouais. faut les connaître, quoi. Pour ceux qui Mais savent voilà. pas, en gros, je vais faire très très vite. C'est un plan d'Ant-Man qui dit à chaque fois, avec le personnage de The Whale, de Darren Aronofsky, ou avec le personnage d'Emma Stone, de Poor Things, il dit leur prénom, il dit « J'ai besoin de vous pour distraire Kang ». Bref, voilà. Ouais, c'est encore plus drôle. C'est encore plus drôle quand c'est Poor Things ou Past Lives, parce qu'il dit vraiment genre le nom du film et il fait Past Oui, Lives. oui, Il c'est dit ça, vraiment- Past Lives, j'ai besoin de toi. Il tutoie en plus. J'ai besoin de toi pour distraire Kang. Ça a aucun sens. Je sais pas qui a fait ce même, mais c'est Non, mais vraiment drôle. pour moi, le je coup, on peut faire une passerelle. C'est que si ce film marche, en fait, on peut. Enfin, après, peut-être que je m'emporte, hein. Mais si ce film marche et il a l'air bien lancé, Ouais. moi, ça m'intéresserait de voir une espèce de montée une renouveau du film de SF, sachant que là, les univers étendus, c'est compliqué, hein, et les films de Non, mais ça super-héros. va. Oui, oui. Je sais qu'on en parle tout le temps, hein, de la descente du film de super-héros et tout, et ça va pas forcément descendre. Je pense que Deadpool 3 va être un carton massif, même si ça s'annonce très mal en voyant les bandes annonces. Mais Non, mais le truc, c'est que je pense que l'univers étendu a une limite, quoi. Non, mais de toute façon, Villeneuve, il l'a dit, il fera le 3e, mais il s'arrêtera là, hein, normalement. Ouais. Alors moi, Ouais. j'ai une théorie là-dessus. En fait, quand je parlais de Seigneur des Anneaux tout à l'heure, c'était pas pour rien, parce que je sais pas pourquoi. Je me demande si ça va pas faire un truc en mode, on aura la trilogie Dune par Villeneuve, ça sera genre incroyable, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ils vont faire une Je l'ai pause de pensé. l'univers Dune. Et quelques années plus tard, ils vont vouloir adapter, je sais pas, 3 autres bouquins pour Les refaire un enfants truc de un peu- Dune, ouais, pour refaire un truc trilogie, tu vois. Ils vont C'est appeler compliqué. Denis Villeneuve, il va faire non, je veux pas venir. Ils vont appeler plein de gens, ils vont faire ok, et puis ils vont pas venir. Au final, Denis Villeneuve, il va revenir saoulé, ça sera moins bien, tu vois.
Non, Je sais pas Ah pourquoi, ouais, mais ou alors il reviendra un peu, pas. un Et peu donc, comme ça a il y été avec le Hobbit, tu vois. Peter Jackson, il a Ouais. détesté son expérience sur le Hobbit. Hein. Ou alors ça va être comme la planète des singes, tu vois. Enfin, ce qui est en train de se passer avec la planète des singes, je sens que ça va être. Tu vois, je pense que le prochain planète des singes sera Non, mais assez bon, mais je voilà. pense pas qu'il sera au niveau des trois de Ah, Matrix. et puis surtout, voilà, comme on en parlait tout à l'heure, Dune, c'est je sais pas combien de bouquins, vraiment, c'est Ouais. un truc de fou. Et moi, je ne vois à aucun moment, dans 20 ans, se dire que Denis Villeneuve, il aura réalisé 9 films de la saga Ah, Dune, c'est tu pas vois. James Non, Cameron, non, il non. va pas C'est pas faire. James Cameron Donc, avec Avatar. Ouais. je pense que même, hein, pour être tout à fait honnête, qu'il est amoureux de cet univers et qu'il est très content de son film Dune 2. En tout cas, j'espère pour lui, parce que vraiment, c'est très bien ce qu'il a fait. Mais je pense quand même qu'il commence déjà un peu à en avoir marre. Et il Mais l'a je pense dit, qu'il hein, va y il a avoir. dit, Ouais, ouais, Dune 3, ça va pas forcément arriver tout de suite, j'ai d'autres projets, ouais, j'ai bah, il aura posé 2027 le projet. peut-être. J'ai Cléopatra, je sais pas si Cléopatra, ça va sortir avant Dune 3 ou Il a Dune... dit qu'il avait beaucoup de projets et qu'il y avait un projet dont il n'avait pas encore parlé qui sortira peut-être après, avant Dune 3. En fait. Un petit truc plus underground, possible. Ouais, c'est possible. Ouais. Ouais, Poor Things Mais 2. pour Un Things petit film 2, québécois c'est ça. tranquille, là. Allez, hop. Rich Things. Mais en gros, ouais, voilà, je trouve que c'est un grand film de SF et s'il fonctionne et si peut-être qu'il chamboule un peu le Hollywood par rapport à ça, ce serait cool, quoi. Parce que Et moi, j'ai c'est. envie de dire, pour finir, je pense qu'on peut finir là-dessus. Ouais. Mesurez votre chance, vous, les jeunes, parce que moi, là, c'est le vieux qui parle. Hein. Mais peut-être, ça y est, là, peut-être que vous avez votre Star Wars, votre Ouais, Seigneur des c'est ça. Anneaux. Voilà, J'y pense peut-être. beaucoup. Ah, mais C'est c'est aussi. exactement, il y en a plein de gens, enfin, il y a plein de gens qui le disent, et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vraiment, ouais, on a notre, Ouais. plus notre Seigneur des Anneaux, tu vois, parce que là, on parle de trilogie, alors que Star Wars, c'est bon, à la base, c'était une trilogie aussi, hein, mais Ouais. je pense que vraiment, on a, et puis surtout, c'est une saga, voilà, où on en a quelque chose à foutre. Merde, quoi, c'est tellement rare maintenant d'avoir quelque chose à foutre Ouais. d'une saga, où on se dit, on va voir ce film, et on n'est pas épargné, on sait très bien qu'il peut se passer des choses qui vont nous décontenancer, des choses extrêmement couillues, il va se passer des choses, quoi, qu'on n'aurait pas prévues. Que voilà, où il y aura pas eu, je sais pas, des milliards et des milliards et des milliards de photos qui ont leak des tournages pour indiquer ce qui va se passer, et on voit le film, on se dit bon, bah, on savait ce qui allait se passer, tu vois. Non, c'est pas ça, genre c'est vraiment, c'est une grande Ouais. saga de SF, de Mais je pense clairement cinéma. que le 3 va se terminer pas en cliffhanger, mais en espèce de calme comme pour conclure la trilogie, Ah, quoi, mais même s'il y il y a aura une tuile. possibilité de bien finir la trilogie avec Ouais. le troisième. J'en dis pas plus, parce que voilà. Ok. Mais, Comment le bouquin- mais en tout cas, voilà, je me dis, mais putain, les prochains gros films, là, ils ont chaud aux fesses. Hein. Bah, tu Quand vois, tu par vois exemple, Dune 2, petite Bah, pensée. on en parlait hors micro. Le prochain blockbuster, c'est Godzilla X Kong. Oui, il y a ça, mais petite pensée aussi à Zack Snyder avec son Rebel Moon, là. Bah, Oh putain. oh aïe, aïe, là Purée, il y a aïe. le 2 là, qui va là là sortir. là 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 Oh là là, Rebel là. Moon, rappelons-le, hein, je sais même pas si on C'est en le a jour et parlé la sur la nuit niveau 7e, effets hein, mais, avec On les n'a même effets pas spéciaux. trouvé. On a même. Tu sais que c'était tellement une galère à tourner qu'on l'a même pas tourné. Mais Rebel Moon Oh, qui est une catastrophe Et ambulante, vraiment. franchement, pour JB, finir là-dessus, Rebel Moon, c'est l'effet inverse, niveau utilisation des effets spéciaux et tout, c'est c'est chaud. l'effet Hein. inverse de Dune. Hein. Mais si tu veux, JB, on en a pas parlé en off, mais si tu veux, quand le 2 il sortira, on le mettra et on fera sa fête aux deux en record. Let's Attends, mais go, Parce que let's go. c'est pas possible d'avoir un truc comme Rebel Moon. Quoi. Mais donc pour finir Non, sur non, Dune 2, je c'est pense bien. que nous tous ici, on a beaucoup apprécié. On tient à vous dire aussi, pour les Non. chroniqueurs qui n'étaient pas là, qu'il me semble que Cinéchaud a quand même beaucoup aimé. Adam a beaucoup aimé aussi, je crois. Un peu moins, mais il a Ouais, aimé. ils ont Hugo des aussi, ils ont réserves. aimé. Ils ont aimé, mais ils ont des réserves. Et Voilà. le cinéma d'Hugo, ouais, a bien aimé, mais il a des réserves. Et alors celui qui a le plus de réserves, est-ce étonnant, c'est Et le Joe. Captain Walker. Mais Oh il là a quand là. même, et vraiment j'ai été surpris qu'il l'aime bien. Parce que Voilà. moi je Mais m'étais dit, il va défoncer le c'est film. normal, il Et... préfère des vrais blockbusters, les Trois Mousquetaires Milady. Attends. Et d'ailleurs, bientôt, le comte de Monte Cristo. Moi, j'ai eu la bande. Oh D'ailleurs, là là. ouais, il y a la bande-annonce du Comte de Monte Cristo au cinéma, donc ça vous donne une raison de pas. plus d'aller voir Dune 2, comme ça vous aurez la Ou bande-annonce qui n'est pas, pas hein, disponible. franchement. Ou pas. Qui n'est pas disponible. Franchement, moi je trouve que ça a l'air pas Non, mal. elle est bien, elle est pas mal, mais bon, c'est. Ça veut dire hors Ouais. sujet. En fait, on va finir là-dessus. Contrairement aux Trois Mousquetaires, il y a l'air d'avoir de la photographie. Donc Voilà. maintenant, on va finir sur Dune 2. On Bah espère que écoutez, cet attends, je vais faire le épisode. pro. Ouais, on espère que ça vous a plu. Bah Mais, ok, j'allais faire l'outro, mais vas-y fais l'outro. En vrai, c'est toi qui as non, commencé, fais mais l'outro. c'est parce que c'est moi le Lisan Al-Gaïm en fait, tu comprends pas. D'accord. Ah mais c'était écrit, c'était écrit.
Silence. Et ben écoutez, euh, on espère que cet épisode vous a plu. Ça partait un peu dans tous les sens, mais on a dit beaucoup de choses. On est peut-être presque à 1 heure d'épisode Bah, j'ai en vérifié, tout, c'est mais l'épisode le plus long de la 7e illusion. Yes. bah écoutez, mais je pense que ça en valait le coup, quoi. Mais on espère que ça vous a plu, que bah, si vous avez des choses à nous dire, des différents ou des points d'accord, etc., n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et nous, on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode. Salut à tous!